Ça rime à quoi? Scriptorium, écriture, tour, terre, terrier, trou. Ça rime à quoi en compagnie de Michel Fink? À pic du cri dans l'œil de la gorge. Les mots titubent atterrés de mémoire. Les souvenirs brûlent le vagin du visage. Une étoile anonyme essuie les larmes. Les onomatopées de l'os tournoient. Poème, scansion du noir, balbutiendo. Ce titre, Michel Fink, Balbuciendo, qui tient davantage de la berceuse dansée que du balbutiement, parce qu'on y parle clair finalement dans ce livre-là. Ça ne vient ni de la musique, même si on entend ce mouvement dans le endo, ni de l'italien, mais plutôt des nuits obscures de Saint-Jean-de-la-Croix. Voilà, j'ai pensé au balbuciendo de Saint-Jean-de-la-Croix et aussi, certes, au fait que dans les moments forts de la vie, on ne peut malgré tout que balbutier. Et donc j'ai pensé qu'en poésie aussi, il fallait à certains moments, pour dire la vérité, être proche de ce balbutiement. Et oui, comme vous avez dit, malgré tout, une notation musicale, un peu comme si j'écrivais pianissimo. Et en fait, je pensais à une phrase de Yankelevitch dans un livre qui s'appelle « Quelque part dans l'inachevé », où Yankelevitch dit que la musique peut parfois se hausser au balbuciendo. Alors je pensais à ça. Et puis je pensais encore plus précisément, c'est ce qui a guidé ce livre, je crois, à la basse continue du balbuciendo de mon père. Mon père qui était alsacien, écartelé entre deux langues, le français et l'allemand, qui n'avait pas sa propre langue et ne pouvait, lui, que balbutier. Et cette basse continue du balbuciendo, je crois, elle traverse tout le livre. Et ce balbuciendo, il faut le lire en italique. Il est question quelque part d'une voix tremblée. Est-ce que, comme dans les suggestions musicales, il faut y voir les lettres qui penchent, emportées par le mouvement de la langue et de l'urgence à dire aussi? Oui, la difficulté à dire, l'urgence à dire et la difficulté à hausser le langage jusqu'à la réalité. Ce n'est pas toujours facile et donc on peut trébucher, on balbutie. D'où ce mot étranger aussi, espagnol? Oui, j'aimais qu'il y ait quelque chose qui reste énigmatique dans balbuciendo pour moi. Donc ça reste, parce que justement c'est un mot étranger, ça reste un mot profondément ouvert. Et j'aimerais beaucoup que les lecteurs l'ouvrent encore davantage et peut-être pensent à des sens auxquels je n'ai pas pensé moi-même. Et Saint-Jean-de-la-Croix, ce livre, Michel Fink, est le fruit de plusieurs années d'écriture que vous dites monacale. Il faut y voir un lien? Il faut y voir un lien au sens où, en effet, quelque chose de l'ordre de la mystique s'est cherché dans ce livre, et en particulier, je pense, du côté du silence, hein, du côté de la tension de ce livre vers le silence. Oui, en tout cas, ces poèmes de Saint-Jean-de-la-Croix ont compté pour moi, et tout particulièrement les textes, à la limite du silence. Vous écrivez des poèmes depuis l'enfance, et cependant ce recueil-là, paru chez Arfuyenne, n'est que le second, Michel Fink, après Louis ébloui en 2007 chez Voix d'encre. Oui. Donc auparavant, j'ai beaucoup écrit dès l'enfance, dès l'adolescence, mais je ne confiais les poèmes qu'aux revues, ou plus précisément, j'essayais de faire sortir la poésie du livre. Donc je confiais mes poèmes à la vidéo, au cinéma, à la danse. C'était le premier mouvement. C'est-à-dire? Mais par exemple, j'ai écrit des scénarios pour le cinéma, en particulier le scénario d'un film qui s'appelle La momie à Mimo, du réalisateur Laurie Granier. Et donc j'en ai écrit le scénario, et le premier rôle a été dansé par Caroline Carlson. J'ai trouvé que c'était très beau, que finalement mes mots disparaissaient et étaient transmués en corps, le corps dansant de Caroline. C'était une très belle expérience aussi. Et dans l'écriture cinématographique, on peut retrouver ce tempo-là, bref, de la poésie. Exactement, la poésie qui risque son corps jusqu'au bout. La danse m'a été une méthode aussi. Plus encore peut-être le cinéma. Je crois que ce livre a été monté un peu comme on monte un film. Ça m'a beaucoup appris en tout cas. Vous donnez dans ce livre-là, Balbuciendo, une définition solitaire
contrairement au cinéma, et presque océanique du poème. Vous écrivez, Michel Fink, poème, crier, seul, pieds nus, sur la lame de l'adieu. Oui, parce que je crois qu'écrire reste une expérience profondément solitaire. Quand on n'apprend plus quand on écrit, on désapprend. On est seul, dos au mur, face au vide. Et c'est comme ça qu'on écrit. Alors ce poème que vous avez cité fait partie des poèmes brefs de 3 vers qui viennent en quelque sorte couper ce balbutiendo du père, cette basse continue dont je parlais tout à l'heure. Ces poèmes sont des poèmes art poétiques qui disent avec la force du cri un art poétique. Mademoiselle Albatros. Je suis dans le pavillon un peu délabré de l'hôpital psychiatrique de la ville de Hesse, en France, près de la frontière allemande. Je marche en suivant les spirales aseptisées des couloirs, à côté du psychiatre, le docteur H, d'origine germanique. Soudain, nous longeons une chambre d'où s'échappe quelque chose comme des cris ou des couinements d'oiseaux blessés. Sur la porte de la chambre, il y a un nom, Mademoiselle Albatros. Comme je regarde le psychiatre d'un air interrogatif, il me dit « C'est une femme à qui la poésie est montée au cerveau. Elle se prend pour l'oiseau d'un poète de votre langue, un certain Bidenler. Elle murmure sans cesse les mêmes mots. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Et, en effet, elle ne peut presque plus marcher, sauf à tout petits pas dans sa chambre, en trébuchant. Parfois, elle agite les bras, de façon gauche, comme pour s'envoler. L'hiver, elle mange un peu de neige sur le rebord de sa fenêtre grillagée. « Baudelaire !» dis-je en portant la main à mon cœur, comme si la façon dont ce médecin germanique avait écorché ce nom m'avait atteinte au centre de mon être. Puis tout à coup, brûlant tous mes vaisseaux, presque malgré moi, je crie « Cette femme, Mademoiselle Albatros, c'est moi. Cette chambre, c'est la vie. Ouvrez la porte, les fenêtres, crevez le plafond, éventrez les murs, laissez-la s'envoler. Elle a le crâne tatoué d'étoiles filantes. » « Ne vous emportez pas, dit le psychiatre. J'ai des cas beaucoup plus intéressants à vous montrer. Celui-ci est un peu passé de mode, ne trouvez-vous pas? Mais peut-être est-ce assez pour aujourd'hui? » Comment résonnent les mots dans votre crâne à vous, Michel Fink, ce crâne tatoué d'étoiles filantes? Ça sonne fort, cette expression-là. Oui, comment les mots résonnent. Je dirais que j'ai un rapport avant tout musical aux mots et à la langue, et que sans doute la vocation poétique chez moi ne s'est longtemps pas dissociée d'une vocation musicale. Et donc dans l'enfance, dans l'adolescence, je jouais beaucoup au piano, et j'explorais le clavier, et j'explorais les mots en même temps. Donc j'essayais d'ouvrir les mots, et je n'entrais dans les mots que par leur sonorité, par leur rythme, par le silence entre les mots. Et ce crâne tatoué d'étoiles filantes, oui, c'est une image, mais qui est venue par la force de la matière sonore aussi. C'est pourquoi vous remerciez quelque part dans ce livre, Balbuciendo, le silence entre les notes et entre les mots. Exactement, le silence entre les mots, reconnaissance à la musique qui a su tenir tête au néant grâce au silence entre les notes. C'est ce que je dis dans un poème. Et c'est ce que je recherche par-dessus tout, essayer de laisser résonner ce silence entre les mots, entre les notes. Mais le lecteur, comment doit-il faire? Comment peut-il savoir? Parce qu'en musique, le silence est dit, est écrit. En poésie, certes, il y a du blanc, mais quand même, c'est un livre qui est plein de mots, ce recueil-là. Oui, alors le lecteur doit avoir, me semble-t-il, lui aussi, une ouïe ouverte et se laisser aller à l'écoute très profonde des mots, ouvrir à son tour les mots, aller au-delà du sens, chercher les sons, les rythmes, et finalement découvrir le texte comme on lirait une partition. Vous avez traduit beaucoup de poètes allemands, Michel Fink, à commencer par Paul Celan, que vous citez en ouverture de ce livre. Pour l'amour qui dure par-delà la rupture, la citation dit « Nous nous séparons enlacés ». Wir scheiden umschlungen. Nous nous séparons enlacés.
Vous avez aussi beaucoup vécu avec Rilke, que vous avez traduit, Oui. et ses lettres à un jeune poète que vous citez, et la question fatidique, est-ce que vous aussi, Michel Fink, vous en mourriez s'il vous était défendu d'écrire? Oui, je crois. À cette question rilkéenne, mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire? Je répondrais oui. La poésie, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour moi, oui. Pour revenir à cette lame de l'adieu, c'est elle qui ouvre la première section de ce livre. Pour vous, Michel Fink, c'est une lame qui tranche au couteau et le corps et les mots? Oui, une lame qui porte atteinte violemment au corps et au corps des mots. Les deux étant, dans l'expérience poétique, je crois, indissociables. Mais concrètement, ça se passe comment? Concrètement, ça veut dire qu'à certains moments de l'écriture, il y a une véritable violence contre le langage, une façon de lutter très fort contre les mots, et je pense que ça se sent. Et ça se vit comment, de mettre en pièces la langue? Ça se vit comme un exorcisme, certainement. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. En quelque sorte, cette violence, puisque c'est de ça qu'il s'agit, cette violence, on peut la convertir après en ce que j'ai essayé d'appeler la scansion du noir. Qui est la dernière partie du livre. Et la scansion du noir, pour moi, c'est justement la conversion de la perte, la conversion de la violence en quelque chose qui est de l'ordre du rythme. Et c'est ce quelque chose qui est de l'ordre du rythme que j'essaie de partager avec le lecteur. Un peu comme si le fait de pouvoir rythmer le noir rendait le noir plus supportable. Lutte. L'amour et l'échec de l'amour s'arc-boutent et s'affrontent, sourds, crâne contre crâne fêlé. Lorsqu'ils se heurtent et s'entre-dévorent à coups de crocs, l'amour pousse un cri de moelle arraché à l'os. Les sons les plus silencieux de ta chair chantent dans la mienne, et pourtant l'échec de l'amour déchiquette l'amour avec sa gueule de forcené. L'œil de la solitude brûle dans le ventre, à l'endroit du nombril. La pupille braille. Le papillon de la douleur se pose sur les paupières, et les bénit peut-être. L'amour et l'échec de l'amour s'endorment l'un dans l'autre en tenant un couteau de larmes. La poésie, Michel Fink, c'est une lame qui peut trancher jusqu'à la folie. Oui, je pense qu'elle peut trancher jusqu'à la folie. C'est le sens justement de ce personnage, Mademoiselle Albatros. Oui, je crois que la folie guette toujours, et pour le meilleur et pour le pire. Il faut savoir lutter contre elle. Hypnose téléphonique. Sans savoir depuis combien de temps, elle n'a plus de lien avec son amant que tranchant comme du verre au téléphone. Couchée sur le lit, elle pose à côté d'elle le combiné, enclenche le haut-parleur pour que la voix de l'autre emplisse tout l'espace et résonne outre-tombe. Elle oublie de plus en plus les traits du visage aimé. Seule remonte parfois en elle l'odeur de son sperme. Ils traversent ainsi le temps, mois après mois, siècle après siècle, voix contre voix, chacun lové dans le son utérin de l'autre. De quoi parle-t-il ? Peu importe. Seul compte l'intonation, cordon ombilical. Parfois, elle voit fondre le combiné, recroquevillé sur les draps, au point qu'il n'est bientôt qu'une toute petite flaque, eau ou larme. D'autres fois, gutturale, elle geint comme le font les pleureuses, et son clitoris sourit à travers ses larmes. Vient le jour où elle devient brusquement aphone. D'elle ne sortent plus que des chuchotements, des glossolalie. Elle communique par chuintement et par souffle. Pour se mettre à son diapason, il lui répond de même et ne garde des mots que quelques inflexions concassées de silence. Mais bientôt, il se met à crier comme une bête qu'on égorge, de longs hurlements psalmodiés, ululements dans lesquels ils s'enroulent tous deux, comme dans un suaire, au bord coupant tel un couteau. Puis ils s'apaisent, et ils reprennent leur mue de silence scandé, à voix double. Peut-être n'ont-ils jamais été aussi proches que dans l'entrelacement presque muet
de leurs vocalises érodées, nuages sonores pour toujours jumeaux. Ils ont la sensation, cependant, qu'un seul son faux, mal articulé, suffirait à faire s'écrouler et à mettre le feu au fragile palais d'allumettes vocales qui les abritent. Ou peut-être cette hypnose téléphonique, ce dialogue sans voix autre que brisé, à bout de tout, de plus en plus inaudible, n'ont-ils jamais été qu'une illusion à laquelle ils se raccrochent désespérément comme au dernier bout de bois d'une épave de ce qui a été jadis, veulent-ils croire, un splendide vaisseau d'amour pur et cruel. Ce dialogue téléphonique, Michel Fink, plus ou moins muet, pourquoi a-t-il pris le rythme de la prose et non pas du poème? J'ai eu le besoin d'une tension à l'intérieur de l'écriture et j'ai eu besoin de cette tension entre le vers et la prose, et qui plus est, il me semblait que la prose pouvait davantage dire des émotions plus concrètes et être plus près de la vie que le vers à certains moments. En tout cas, cette tension était extrêmement importante. C'est surtout en termes de tension que je ressens la différence entre la prose et le vers. Et vous serrez le poing, cela veut dire que vous écrivez à la main, Michel Fink? Oh oui, j'écris à la main, tout à fait. J'écris à la main et j'ai quand même besoin de l'ordinateur, in fine, parce que j'aime après que le poème soit un peu comme un tableau vertical. Mais le travail à la main est très important. Il y a quelque chose de l'enfance là-dedans, des crayons, que l'on tient, que l'on aime tenir. Ah oui, à tout prix à la main. Savoir depuis toujours que le père voulait que sur sa pierre tombale en granit rouge corail soit écrite la formule latine in memoriam. Devoir lutter contre le marbrier qui s'obstine plusieurs fois, incompréhensiblement, à écrire in memoriam avec un accent aigu. Corriger l'erreur du marbrier jour après jour avec acharnement et opiniâtreté. Avoir en mémoire le récit de Rilke consacré au poète Félix Arvers qui, dans la tension de son agonie, parvient à repousser le moment de sa mort pour corriger une religieuse qui, à côté de lui, prononce Colidor au lieu de Corridor. C'était un poète et il haïssait l'à peu près, écrit Rilke. Ainsi le père. Contre le marbrier, à force de résistance et de persévérance, obtenir finalement gain de cause. Mais nuit après nuit, dans les pluies battantes des cauchemars, continuer à essayer, encore et toujours, de mettre le feu à l'accent aigu, comme si c'était essayer de mettre fin à la mort. La seconde partie de ce recueil, Balbuciendo, publié chez Erfuyen, après la séparation d'amour, dont nous avons, si ce n'est parlé en tout cas, touché du doigt les tenants, non pas les aboutissants, comme on dit toujours. Après la séparation d'amour, c'est la disparition du père et l'importance capitale des mots jusque dans la mort, à commencer par cet accent aigu qu'il ne faut surtout pas mettre au in memorial latin de la pierre tombale. Oui. Et là encore, c'est un texte en prose. Oui. Comme un récit réel. Absolument. Tiré de la vie. Et au plus proche de ce que j'ai vécu. Presque consigner le réel, sans fioriture. C'est cela aussi le combat avec les mots et avec les lettres dont vous parliez, Michel Fink? Oui, je crois encore une fois, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et donc, oui, on se donne tout entier. On verse tout son sang quand on écrit, certainement. De givre et de feu, c'est le titre d'un poème en vers un peu après. Oui. Il est beaucoup question de neige et de mots qui brûlent à vif dans ce Balbuciendo, Michel Fink, oui. Comme au temps de Louise Labbé qui endurait froidure au plein cœur de l'été. Oui. Sauf qu'ici, il est question d'une fille et d'un père. Est-ce que vous avez hésité avant de donner à lire, et pour le coup, avant de publier, ces poèmes d'une part à l'amant fou et de l'autre au père mort, comme il est dit quelque part dans la ritournelle de la Mal-aimante, l'amant fou puis le père mort? Si j'ai hésité à les donner, oui, de toute façon, je laisse toujours mes poèmes reposer très longtemps. Au moment où je les écris, c'est comme s'ils brûlaient trop. Donc je ne les donne pas à lire, je les laisse reposer. Et au fil du temps... Très longtemps, là, c'est une écriture récente. 2008, le décès du père. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai écrit quasiment tout de suite, 2008-2009. Après, je l'ai laissé reposer.
Et Parce qu'il est un jour où vraiment ça arrête de brûler? non, mais où on est capable de prendre la distance par rapport à la brûlure et surtout de se dire que peut-être la brûlure est la brûlure de tous et que donc elle est partageable. Et si elle est partageable, on peut en faire un livre. Et peut-être aussi de se dire que lorsque les temps sont durs, on aime à lire les poètes et les poètes qui ont parlé de cela. Je crois tout à fait. Donc aussi contribuer un peu. Oui, tout à fait. De givre et de feu. Père et fille touchent du doigt le givre de la musique sur les mots et les ronces. Ils écoutent les sons s'ouvrir devant eux, comme des livres aux enluminures invisibles, mais audibles. La fiancée du vent neige. Père dure peu, fille l'épelle dans le noir et prend feu. Fait pousser des étoiles dans la poussière. Parle avec les lèvres suturées du père à l'intérieur d'elle, écrit à deux bouches. Mots brûlés vifs dans le haut fourneau du cri. Fille fera neige avec un peu de feu. Et aujourd'hui, Michel Fink, ce livre-là, Balbuciendo, publié, qui existe bel et bien, vous diriez qu'il est plutôt fait de neige ou de feu? De feu et de neige, je crois, qui sont à jamais indissociables pour moi. C'est la neige qui a apaisé le feu? C'est la neige qui apaise le feu qui apaise la neige. C'est les contraires à jamais alliés. La poésie permet ça, justement, permet de ne pas choisir entre le feu et la neige, permet de tenir ensemble le feu et la neige, je crois. Qu'est-ce qu'un solstice du cœur? C'est le titre qui vient juste après le givre et le feu. Oui, c'est un moment où le cœur a été très haut et a touché quelque chose de très important, de très central. Et comment on le repère? Ça se passe à l'intérieur de soi. Tout à coup, on sent qu'on est tout à fait confronté à un noyau central en soi. Et on peut appeler ça le solstice du cœur. Et c'est comme avec le soleil, ça n'a lieu que 2 fois par an? Et ça a lieu peut-être encore moins souvent que 2 fois par an. C'est très rare. Et donc quand ça arrive, il faut être là avec l'écriture et essayer de le recueillir, ce solstice du cœur. Ce solstice passe aussi par le rythme de la musique, vous en parliez dès le début, Michel Fink. Elle vous influence tout du long, comme un soleil sonore en quelque sorte, qui se serait levé. Et dans ces pages-là, c'est grâce à un solo de clarinette, oui. Le quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. Oui, très important pour moi, moment décisif. C'est-à-dire, ça se passe, c'est-à-dire que vous écrivez en l'écoutant ou bien vous l'avez en tête comme une chose qui vous hante et qui vous mène à l'écriture? Oui, je l'ai toujours comme quelque chose qui... Oui, comme une hantise, c'est le mot qui est juste. Et cette hantise, je pense, j'en garde trace dans le poème. Mais quand on est hanté, ça peut être très beau. Dans la hantise, il y a un peu la peur. Il y a la peur. Il y a la peur et il y a très souterrainement dans ce poème aussi la joie. Soleil sonore. Solo de clarinette dans le quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. La clarinette s'agenouille de silence et prie. Elle se dépouille de tout. Dans la lumière, les sons brûlent en plein ciel. Le corps du père mort lévite au-dessus de coulées de lave sonore, oranges et bleues. Reconnaissance à la musique qui a tenu tête au néant, grâce au silence entre deux notes. Et pour qu'il y ait silence aussi, c'est comme avec Mozart, il faut beaucoup de notes. Voilà, il faut beaucoup de notes et le miracle du silence se produit parfois seulement. Et avec les mots, on le sent comment? S'il y a miracle ou pas? C'est encore une fois une question d'oreille pour moi. C'est pourquoi j'avais intitulé le premier livre que j'ai écrit Louis ébloui. Donc pour moi, c'est une question d'ouïe ébloui. Louis qui écoute avec un tréma sur lui. Voilà, oui. Comme à l'allemande. Exactement ça. Oui. Ça disait aussi la dualité chez vous, de ces doubles langues qui vous traversent? Absolument. C'est comme si je marchais sur un fil de funambule entre les deux langues.
oui. Mais je pense que c'est une force quand on sait se tenir au centre de ce fil. C'est dans la troisième et dernière partie que le titre Balbuciendo apparaît réellement. C'est la troisième scansion touchant au noir, mais qui s'ouvre via la voix féminine de Marina Tsvetaeva, qui dit « Je deviens chant et destin ». Ce troisième mouvement, après celui sur l'amant et celui sur le père, Michel Fink, c'est le vôtre? J'ai trouvé que, effectivement, cet exergue Stala pesnie i sudboj, je deviens chant et destin, incarner le trajet que j'ai fait. Et pour moi, ces femmes russes du XXe siècle, je ne saurais pas trop dire pourquoi, Akhmatova, Tsvetaeva, me touchent plus que tout et m'accompagnent. Ça a été véritablement, je ne sais pas si on pourrait parler de sororité spirituelle, quelque chose comme ça, comme des sœurs qui étaient présentes et qui m'ont aidé beaucoup. Parce qu'il y a aussi beaucoup question de neige et de feu. Oui, là encore, ce sont mes compagnons, je crois, et la neige et le feu. Et chez elle? Et chez elle également, Marina Tsvetaeva très fortement. Notamment, il y a un livre qui m'a aidé à tenir dans des moments difficiles de ma vie. C'est le livre « Vivre dans le feu » de Marina Tsvetaeva, qui est un livre magnifique et qui apprend à tenir tête au néant, justement. Un peu après, vous donnez un autre sens, une autre définition à la poésie, Michel Fink. Ça tient en deux vers. Vous dites « Don qui porte secours, mais laisse la soif et la brûlure ». Oui, c'est effectivement une sorte d'art poétique condensé en deux vers. Et pour moi, le poème, c'est cela porte secours, cela peut consoler. Mais la force du poème est de laisser la soif et de laisser la brûlure. Et de pouvoir donner les deux, faire don de la soif, mais faire don, malgré tout, de la brûlure. Soif et brûlure, confondues à jamais dans les mots. Bégaiement. Cratère de fatigue, ventrale, cervicale, assez. La lumière d'hiver, cri d'ange que je ne peux rejoindre. La douleur tord la chevelure d'hortensia de la mémoire. Une voix de ruminant bégaie à l'oreille. Dieu me, ou est-ce Dieu me ment? Le destin se joue à la lettre près, et on n'entend pas distinctement cette lettre. Mais le tapage cesse. Un peu de bleu monte au crâne. Chaque côte est peinte en or par un peintre invisible. Échelle intérieure à gravir jusqu'à l'œil du cœur. Balbuciendo de Michel Fink est publié aux éditions Arfuyen. Ces poèmes étaient dits ce soir par Christelle Wurmser.